Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Eric Scholler. Bonjour. Bonjour Maître Marie Di Stefano. Bonjour. Bonjour Maître Maïssa Chito. Et bienvenue donc dans ce webinaire. Bonjour moi aussi. Et bienvenue dans ce webinaire. Du coup, juste avant de commencer, est-ce que vous pourriez mettre un rapide message dans le chat pour nous confirmer que vous nous entendez bien, que tout fonctionne bien de votre côté, et puis voilà, on pourra démarrer comme d'habitude, j'ai envie de dire, puisque ça fait déjà plusieurs webinaires qu'on organise et on a souvent le plaisir de voir les mêmes participants. Bonjour, tout est impeccable, c'est parfait. Et ben, très bien, alors on va pouvoir commencer. Bienvenue dans ce webinaire qui s'intitule « Syndic, quelles sont vos obligations en matière SST ?» Et je vais rapidement vous présenter les intervenants, les deux organisations aussi qui interviennent et l'outil sur lequel vous êtes. Voilà. Alors, par rapport à ESST, Eric, n'hésitez pas si vous voulez compléter, mais donc c'est un cabinet c'est un cabinet de consultance en SST, sécurité santé au travail, au Luxembourg, et où vous avez aussi un logiciel justement qui permet d'accompagner les entreprises sur ces problématiques-là. Je ne sais pas si vous voulez compléter aussi par rapport aux normes ISO. Aux normes ISO, on a un système de management intégré, à savoir un ISO 9001 et 45001, et également un label plus luxembourgeois, à savoir le SGS auprès de l'association d'assurance accident. Ok, super. Donc voilà, un mot sur l'étude DSM avocat à la Cour. Donc on est une étude d'avocat d'affaires de plus de 35 personnes, bientôt 40, avec 20 avocats, et une expertise reconnue dans de nombreux domaines du droit, y compris le droit immobilier. Voilà un mot sur l'étude qui a été fondée en 2004 par Maître Mario Di Stefano, qui est donc ici. Au niveau des intervenants, il y a donc Monsieur Eric Scholler, qui est associé fondateur de la société SST, et on a également Maître Mario Di Stefano, qui est associé fondateur de l'étude DSM, comme je vous l'expliquais, qui a plus de 25 ans d'expérience en droit immobilier et en droit du travail, et également Maître Maïssa Chito, qui est collaboratrice au sein du cabinet DSM, avocate également, et dans les départements règlement des litiges et droit du travail et de la sécurité sociale. Voilà, avocat à la Cour même, pas encore, non. Un rapide mot sur Livestorm. Donc, comme vous le voyez, vous avez un onglet chat. En bas, vous avez également un onglet questions. Donc, n'hésitez pas pour vos questions. Ça sera plus simple pour nous, pour les trier pour la suite, si vous pouvez les mettre dans l'onglet questions. Si vous êtes sur un ordinateur, c'est en bas à droite. Si vous avez besoin d'une attestation de participation, vous recevrez mes coordonnées par email et puis on vous reviendra dans les prochains jours avec le document. Et donc, voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire et je laisse la parole à Maître Mario Di Stefano. Bonjour tout le monde. Donc, on va aller dans le vif du sujet. On a quand même une quarantaine de slides en tout, donc c'est pas tout ça. Donc, comme introduction, je vais simplement, pour rappel, faire un peu le tour des bases légales essentielles. Alors, nul n'est censé ignorer la loi, ça vaut d'autant plus pour le syndic de copropriété qui, dans la gestion de son mandat, doit se tenir à jour de la législation applicable et également un peu des décisions de jurisprudence récentes qui me permettent de mieux cerner le cadre de son intervention, mais aussi ses responsabilités, ses risques. Alors, on a d'un côté un peu la chance que la loi de 1975 sur la copropriété n'a pas tellement changé au fil des années. Il y a des secteurs plus dynamiques au niveau du législatif. Donc, la loi de 1975 n'a pas tellement changé, bien entendu. On la connaît. Il y a la loi de 85 qui l'a modifiée, qui est listée ici, notamment donc la loi du 22 avril 1985 qui l'a modifiée, mais sur certains points, mais le principe est resté le même. Alors les modifications récentes, c'est la loi du 22 mars 2017, donc ça a trait au déploiement des réseaux de télécommunications, communication électronique. Donc, a priori, dans les constructions nouvelles, c'est plutôt le chantier du promoteur, respectivement du constructeur, qui doit faire en sorte que ces prérogatives soient remplies. Par contre, simplement à titre de remarque, c'est quand même également quelque chose qui est à respecter lorsqu'il y a des rénovations substantielles dans un immeuble. Donc, le syndic d'un immeuble qui prévoit donc des rénovations vraiment substantielles, très bien de garder cette loi à l'esprit. Et ensuite, on a la loi récente, donc
du 30 juin 2022 qui introduit l'obligation de créer un fonds de travaux. Là aussi, c'était une responsabilité récente, très récente du syndic, et donc chacun devra se mettre à jour par rapport aux obligations qui en découlent. Et puis, bien sûr, d'une manière générale, le bon vieux code civil qui gère les règles du mandat, et prévoit des stipulations par rapport au mandat, et le mandat du syndic est bien un mandat au sens du code civil. Et donc également ces dispositions-là, il faut toujours un peu garder à l'esprit qu'est-ce que c'est un mandat, comment ça fonctionne. Voilà, ça vise introduction simplement par rapport au cadre légal. Alors, je risque de vous raconter quelque chose que vous saviez déjà. Le syndic copropriété, c'est une fonction qui est obligatoirement prévue par la loi. Donc, pour les copropriétés, donc pour tous les immeubles qui sont sous le statut de copropriété, il y en a encore qui échappent malgré le fait que en 75, on part du principe que dans les 10 ans, tous les immeubles ont fait ce qu'il faut faire pour intégrer ce régime. Aujourd'hui, c'est toujours pas fait pour tous les immeubles de la place. Mais bon, c'est la force normative du factuel. Donc, un syndic peut être une personne physique, une société, une association. En général, le syndic est une société aujourd'hui. Parfois, ça prend une personne physique, mais la plupart du temps, c'est une société. Et donc, le syndic représente le syndicat des copropriétaires, qui est également constitué obligatoirement par l'effet de la loi pour les copropriétés dans tous les actes civils et en justice. Et il est donc le représentant légal du syndicat des copropriétaires, de la communauté des copropriétaires. Donc, il est chargé de l'exécution des décisions du syndicat et également de la sauvegarde des intérêts du syndicat des copropriétaires et donc, grosso modo, de la gestion de l'immeuble. Il peut être propriétaire de l'eau dans l'immeuble, ce n'est pas une exclusion, hein, sauf si le règlement de copropriété prévoit une disposition contraire, ce qui est possible donc, et parfois utile parce que c'est clair que celui qui est lui-même copropriétaire risque d'avoir un conflit d'intérêts. Alors, la loi de 75 qui a été modifiée prévoit donc comme fonction du syndic la gestion de l'immeuble, logique, hein, l'exécution des actes ou non des syndicats des copropriétaires, avec certaines exceptions qui fait de façon autonome, plus ou moins, la comptabilité, la convocation et la tenue des assemblées. Ça, il doit le faire. Et il est le mandataire du syndicat des copropriétaires. Il n'est pas un prestataire de service, ce n'est pas un contrat d'entreprise, c'est bien un mandat. Et c'est une relation intuito personnelle, c'est-à-dire qu'elle est personnelle, elle est assise sur la confiance entre les parties. Donc, il peut se représenter par un de ses préposés. Par contre, il ne pourrait pas déléguer intégralement le mandat qui lui a été confié. Il est nommé par l'Assemblée générale des copropriétaires, là encore, logique. Alors, en ce qui concerne les fonctions du syndic copropriété, je vais laisser la parole à Mélissa qui va nous expliquer de quoi il s'agit. Alors, la page ne passe pas. Pourquoi elle ne passe pas? Voilà. Ah, non, je trouve ça. Okay. Donc, merci Marie. Donc, pour continuer dans les propos de Maître Di Stefano, donc le syndic est donc le gérant et le représentant de la copropriété. Donc, il a pour but en fait d'exécuter les décisions de l'Assemblée générale et d'assurer aussi le respect en fait du contrat de base qui lie en fait les copropriétaires et le règlement de copropriété. Dans certains cas, dans le cas d'urgence, en fait, le syndic de copropriété, donc, il peut agir et doit surtout agir sans la décision de l'Assemblée générale pour qu'en fait le fonctionnement de la copropriété soit opérationnel, disons. Donc, comme disait tout à l'heure Maître Di Stefano, il a l'obligation de convoquer l'Assemblée générale, donc au moins une fois par an, ou sinon lorsque le conseil syndical le demande, ou alors lorsque un ou plusieurs copropriétaires qui représentent donc un quart des voix le demandent. Ensuite, donc, on y reviendra un tout petit peu plus tard dans la présentation, mais le syndic donc, doit veiller à la conservation, la garde et l'entretien de l'immeuble,
Donc, on aura une partie sur ce point-là un peu plus tard. Mais dans tous les cas, donc, le syndic, il doit veiller à la gestion courante de l'immeuble. Et c'est-à-dire qu'il doit veiller, par exemple, au nettoyage des parties communes, donc assurer le fonctionnement donc des ascenseurs, du chauffage, de l'éclairage des parties communes, etc. Et pour cela, il doit donc conclure également des contrats donc, pour l'entretien périodique, également donc conclure des contrats pour l'approvisionnement en combustible, etc. Donc ensuite, il doit également effectuer donc, des réparations courantes, donc par exemple réparer des serrures, remettre en état des circuits électriques. Voilà, c'est des missions qui sont, on va dire, communes pour un syndic de copropriété. Et ensuite, donc pareil, il doit remplacer donc tout ce qui est lampes électriques, des vitres cassées et d'autres objets de cette sorte. Ensuite, il doit contracter donc pour le compte du syndicat également les assurances donc, nécessaires contre le risque de destruction ou de dégradation de l'immeuble, donc comme par exemple tout ce qui est assurance incendie et dégâts des eaux. Donc, pour continuer, donc le syndic qui représente le syndicat des copropriétaires dans tous les actes civils et en justice. Cependant, il ne peut pas entamer une action sans avoir obtenu l'autorisation donc, de l'Assemblée générale. Et l'Assemblée générale doit obligatoirement donner cette autorisation, et cette autorisation doit comporter donc, différents points qui sont repris là sur notre PowerPoint. Donc, la nature de la procédure, donc de façon précise, donc quel type de procédure va être entamée, identifier donc les personnes qui doivent être assignées, ensuite définir l'objet de la demande et indiquer ensuite les dommages et les malfaçons donc, qui sont constatés. Donc l'habilitation d'agir en justice, donc elle peut être accordée au syndic après qu'en fait celui-ci ait engagé la procédure, mais dans tous les cas, il doit obtenir donc l'autorisation de l'Assemblée générale en cours d'instance. C'est-à-dire que l'autorisation doit être effective en fait avant que le juge statue, donc rende une décision. Ensuite, voilà, il est admis que l'Assemblée générale donc, peut faire échec aux conséquences d'une autorisation initiale irrégulière ou inexistante, donc en ratifiant postérieurement l'action introduite par le syndic, donc à condition que cette ratification intervienne donc avant l'expiration du délai pour exercer l'action, ou alors avant qu'une décision définitive ait été rendue, comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, dans certains cas, le syndic n'a pas besoin d'une autorisation pour agir en justice. Donc, l'Assemblée générale ne donne pas forcément à chaque fois son autorisation, mais c'est dans des cas très spécifiques, donc comme par exemple pour l'action en recouvrement d'une créance, une action qui est effectuée dans l'urgence et qui ne permet pas la convocation de l'Assemblée générale, mais également donc, une action pour assurer l'observation et l'exécution du règlement de copropriété, ou alors lorsque le syndicat des copropriétaires donc, est assigné en justice. Il y a également donc, un droit d'action pour le syndicat des copropriétaires, à savoir que le conseil syndical ou le président du conseil syndical ne sont pas qualifiés donc, pour représenter le syndicat des copropriétaires en justice. Ensuite, donc, le syndicat donc, représente également donc, le syndic représente le syndicat des copropriétaires dans tous les actes civils, donc devant notaire ou non. Donc, par exemple, le syndic représente donc, le syndicat des copropriétaires au cours d'une transaction pour mettre fin à un litige, ou alors en évitant, ou alors lorsqu'il faut éviter une procédure judiciaire. Voilà, donc l'accord transactionnel devra être ratifié par l'Assemblée générale. Ensuite, le syndic doit également veiller à ce que l'acte soit signé au nom du syndicat. Pour continuer là-dedans, lorsque, par exemple, il y a un immeuble en construction, donc une VFA, le syndic doit également doit être également nommé afin d'assurer donc la gestion de la copropriété. Et donc pendant cette phase de construction, donc le promoteur fait souvent office de syndic provisoire. C'est indiqué dans l'acte VFA par les notaires. Et une fois la construction terminée, un nouveau syndic et généralement qui est le syndic professionnel doit être nommé. Voilà, le syndic provisoire donc, ne peut pas nommer le syndic professionnel, c'est une prérogative de l'Assemblée des copropriétaires. Donc ensuite, voilà, le syndic de copropriété a également une deuxième casquette, donc c'est
c'est le secrétaire de la copropriété, et donc il veille à ce que toutes les informations et tous les actes concernant la copropriété soient bien transmis à tous les copropriétaires. Donc il doit établir une liste de tous les copropriétaires avec l'indication des lots, le nom des personnes, le domicile réel. Il doit également prendre en note tous les transferts des lots, etc. Il détient également toutes les archives du syndicat, en particulier donc les procès-verbaux des assemblées générales, les annexes, etc. Et concernant donc tous ces registres, il doit être transféré à son successeur. Le syndic n'a pas le droit de rétention lorsqu'il y a un changement de syndic de copropriété. Et enfin, donc la dernière casquette, disons, du syndic de copropriété, c'est la partie comptable. Donc, le syndic tient pour chaque syndicat de copropriétaires une comptabilité séparée, et ça doit laisser apparaître une reprise pour chaque copropriétaire, donc avant seuls qui ont été payés, afin de voir en fait la position comptable de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat. Donc voilà, on vous avait repris une petite jurisprudence à ce sujet. Et donc en soi, toutes les sommes reçues au nom et pour le compte du syndicat doivent être versées donc sur le compte de la copropriété. Donc pour les versements journaliers, le syndic il doit également tenir une caisse et avoir des liquidités, et ensuite préparer également un budget prévisionnel pour l'exercice suivant voté par l'Assemblée générale. Voilà, donc je vais laisser la partie sur les obligations légales à Maître Di Stefano. Voilà, donc certaines obligations du syndic, on peut les passer en revue. Donc, a priori, on m'a dit, le syndic exécute les décisions de l'Assemblée copropriétaire. Par contre, il y a des exceptions qu'on peut scinder en 4 coups. C'est l'entretien, la réflexion des parties communes, donc on mis dans l'état initial, sans vraiment qu'il y ait éléments d'amélioration, d'addition, de transformation, donc vraiment l'entretien de l'existant. Donc les actes de gestion, entretien, réparation, remplacement des pièces d'usure sans dépenses anormales, délégation de pouvoir, donc il y a certains pouvoirs de prise de décision en matière de conservation, de garde d'entretien, vraiment pas quotidiennement convoquer l'assemblée copropriétaire pour acheter une nouvelle tondeuse à gazon, par exemple. Et donc les travaux urgents de sauvegarde, donc c'est-à-dire tout ce qui ne permet pas d'attendre, de convoquer une assemblée copropriétaire pour prendre une décision en matière. Alors, il y a quand même l'entretien et réflexion des parties communes. Il y a des conditions à respecter. Donc, il y a, dans un premier temps, il y a les soumissions et l'évaluation et les cas échéants de soumission, cas de besoin à l'assemblée copropriétaire des éléments d'appréciation nécessaires. Donc, c'est surtout l'envergure et le coût des travaux, et également leur qualification de travaux entre guillemets normaux, de routine, d'entretien, ou alors effectivement des travaux plutôt extraordinaires au niveau de leur objet ou de leur envergure. Et le cas échéant, le syndic, pour avoir l'aval des copropriétaires, et s'il n'y a pas le temps, il n'y a pas la nécessité de convoquer une assemblée des copropriétaires, il peut éventuellement avoir recours à une consultation écrite. Alors, comme pas de cas d'exemple, c'est un cas qui a été décidé par la juridiction luxembourgeoise, où le syndic il a un peu dépassé les bornes, donc il a fait évacuer des bordures existantes en bois, remplacées par des bordures en béton, et il y a un aménagement des alentours d'immeubles par la mise en place d'une bande de protection contre les éclaboussures, surface en gazon de 900 mètres carrés, plantation de massifs intégrant 1600 plantes, etc., etc. Donc, et là, le tribunal a dit, bon, ça, c'est quand même pas des simples travaux d'entretien, ça aurait dû faire l'objet d'une décision de l'assemblée copropriétaire. Donc là, le copropriétaire a dépassé quelque peu ses compétences. Par contre, s'il y a une prise de décision rapide qui est nécessaire pour simplement remplacer un élément d'équipement existant, par exemple le brûleur d'une chaudière qui est en état de nuire, là, il faut le faire tout de suite, et à moins de remplacer tout le système de chauffage, donc le syndic pourra à ce moment-là prendre une décision, disons, dans l'urgence. Alors, autre cas de gestion courante ou non, le démontage et le remplacement d'une porte d'entrée principale.
Et là, la jurisprudence a dit que ça dépasse le cadre des travaux simplement d'entretien. Il aurait dû demander à l'Assemblée générale des copropriétaires pour décider déjà du type de porte. Ce n'est pas une question de coût, hein, c'est aussi une question éventuellement de choix. Et donc, vu qu'apparemment il n'y avait pas d'urgence dans ce domaine-là, le tribunal a estimé que le syndic aurait dû demander à l'Assemblée copropriétaire. Donc, il est clair que les actes de gestion courants, c'est de, par exemple, veiller au nettoyage des parties communes, éventuellement au déneigement, même si la saison maintenant elle est finie, saison des neiges, veiller au bon fonctionnement des équipements communs, entretien du chauffage, des autres installations communes, vérification du registre d'ascenseur, c'est-à-dire son fonctionnement, mais également sa conformité en matière de sécurité, c'est-à-dire les ascenseurs, vous le voyez, dans une petite plaquette, vous trouvez tous les ascenseurs doivent être révisés régulièrement par un organisme de contrôle pour s'assurer de la sécurité de l'ascenseur. Aujourd'hui, on n'y pense plus trop, mais il y a encore 30, 40, 50 années, il y avait les ascenseurs, il y avait des morts, hein, il y a des accidents mortels dans les ascenseurs, aussi dû en partie au fait que certains ascenseurs n'avaient pas les attributs de sécurité modernes, hein, comme les portes intérieures, mais il y avait effectivement des accidents graves avec les ascenseurs. Aujourd'hui, heureusement, il y en a très peu. Après, il y a les travaux de jardinage courant. On a dit, si maintenant on plante 1000 plantes, on refait le tout, c'est peut-être, ça dépasse l'envergure, mais les travaux de jardinage courant, donc couper les buissons, ça fait partie des prérogatives du syndic, même s'il ne le fait pas lui-même, mais qu'il délègue ça à une entreprise. Alors, autre point de la jurisprudence, donc il y a le début d'une réparation partielle d'un point d'infiltration. Donc là, le syndic, il a commencé donc à s'occuper de cette fuite, fait venir quelqu'un, puis après, il s'en est plus occupé. Et donc, il y avait une exécution, respectivement, mauvaise exécution, donc de la réparation ou abandon tout simplement de la suite qui s'imposait. Et donc là, il y a effectivement une responsabilité du syndic qui aurait dû veiller à une réparation, à un suivi en bonne et due forme, et suivant les règles de l'art de cette infiltration pour éviter un préjudice plus important. Donc, le syndic pourra toujours agir lorsqu'il y a un risque de dommage majeur et imminent qui nécessite une mesure urgente. Là, il doit agir. Il doit informer les copropriétaires, convoquer une assemblée générale extraordinaire, le cas échéant, si cela engendre des travaux plus importants. Par contre, il doit, dans un premier temps, prendre les mesures d'urgence qui s'imposent pour éviter un dommage qui pourrait s'accroître. Alors, il y a également la loi du 20 décembre 2019 relative aux critères de salubrité, de l'hygiène et de sécurité et d'habitabilité des logements et chambres données en location ou à disposition des fins d'habitation. Il y a un règlement grand-ducal du 20 décembre 2019 également en matière, et cela s'applique majoritairement aux parties privatives, mais ça peut également s'appliquer aux parties communes, donc les escaliers, les sorties d'évacuation, etc. Donc le syndic doit bien veiller également au respect de ces dispositions légales. Et le syndic ne semble pas, dans un premier temps, visé directement par cette loi, puisque c'est les parties privatives qui sont visées. Par contre, il doit être, le cas échéant, informé et agir s'il constate qu'il y a des infractions à cette législation. Il doit, encore une fois, veiller à la conservation, garde et l'entretien de l'immeuble dans son ensemble. Donc, si effectivement il peut y avoir défaut d'entretien qui peut empiéter ou qui peut avoir un impact sur les parties communes, la salubrité des parties communes, il peut effectivement avoir une responsabilité. Et donc, s'il constate qu'il y a quelque chose à faire, il doit convoquer le cas échéant l'Assemblée générale pour statuer sur les travaux qu'il juge nécessaires pour éviter les dommages à l'immeuble qui peuvent également donc avoir un impact sur la salubrité, l'habitabilité et l'hygiène donc des parties privatives. Donc il y a des amendes prévues par la loi. Je n'ai pas connaissance de jurisprudence où un syndic aurait effectivement été sanctionné à ce niveau-là. Par contre, encore une fois, il faut que le syndic veille à
l'entretien de l'immeuble tout entier. S'il y a des infiltrations, par exemple, qui créent des moisissures dans les parties privatives, il peut en être éventuellement responsable en fonction des éléments précis du dossier. Alors, en parlant de la responsabilité, hein, c'est toujours désagréable, donc je laisse à Mélissa. Alors, donc, on va d'abord débuter par la responsabilité contractuelle donc, du syndic. Donc, le syndic, il est responsable de ses fautes et omissions donc, qui découlent de son mandat. Donc, par exemple, une faute du syndic, ça va être une absence d'exécution du contrat ou de certaines dispositions du contrat qui le lient, ou alors même une mauvaise exécution, disons, un manque à son obligation de bon père de famille. Donc, on a repris quelques exemples de jurisprudence dans lesquels le syndic a engagé sa responsabilité contractuelle. Donc, c'est par exemple une non-exécution ou non-respect des décisions donc, de l'Assemblée générale, une non-intervention alors que des désordres ont été constatés, non-souscription des assurances d'usage, donc comme je disais tout à l'heure, incendie, dégâts des eaux, etc. Ou alors encore un non-respect de son obligation donc d'assurer l'exécution du règlement de copropriété, ou alors également donc une négligence et un non-recouvrement des créances dues à la copropriété. Donc l'action du syndicat contre le syndic est éteinte le jour de l'approbation sans réserve des comptes sans réserve. Et ensuite, donc, l'action en responsabilité du syndicat contre le syndic donc, se prescrit par 10 ans. Ensuite, le syndic a également donc, une responsabilité délictuelle. Donc, il peut engager sa responsabilité en dehors de toute relation contractuelle. Donc, ça va être une faute détachable de sa fonction ou alors détachable de l'exécution de son mandat. Donc, ça va être un accomplissement en fait d'un acte qui excède ses pouvoirs. Par exemple, on a repris également des exemples de jurisprudence. Donc, un avantage qui est accordé par le syndic à un copropriétaire au détriment de la copropriété. Par exemple, le délai donc un délai de paiement exclusif pour une partie. Voilà, le syndic a engagé sa responsabilité délictuelle. Également, lorsque le syndic commande des travaux pour le compte de la copropriété sans en être autorisé, il engage également sa responsabilité. Ensuite, donc pendant l'accomplissement de son mandat, le syndic en fait peut faire également des erreurs et des fautes envers un ou plusieurs copropriétaires et être personnellement responsable. Donc par exemple, lorsque le syndic réclame un montant de charge calculé mais avec une répartition erronée, également dans ce cas-là, il engage sa responsabilité. S'il débute ou il entame une procédure qui est beaucoup trop pénalisante pour obtenir en fait le recouvrement de créances, également dans ce cas-là, le syndic engage sa responsabilité. S'il oublie certains points dans l'ordre du jour de l'Assemblée générale, également il engage sa responsabilité. Et lorsqu'il ne convoque pas les copropriétaires donc à une assemblée générale extraordinaire, dans ce cas-là, il engage également sa responsabilité. Dans ce cas-là, on parlera d'une responsabilité délictuelle, donc qui est basée sur les articles 1382 et 83 du Code civil. Et donc le délai de prescription court à partir du jour où le dommage a été causé ou au jour où il a été constaté. Ensuite, donc le syndic a également une responsabilité envers les tiers. Donc, c'est lorsque le syndic en fait traite avec, par exemple, des entrepreneurs, il peut commettre des fautes. Donc, comme je disais tout à l'heure, dans le cas où le syndic donc passe commande auprès d'entrepreneur ou de fournisseur sans avoir obtenu les fonds, il engage également sa responsabilité. Par exemple, s'il passe commande sans avertir donc le fournisseur qu'il agit au nom et pour le compte de la copropriété, il engage également sa responsabilité. Et par exemple, s'il y a une mauvaise conservation de l'immeuble, un défaut d'entretien, dans ce cas-là, il engage également sa responsabilité envers les tiers. Ensuite, donc, si le syndic engage en fait la copropriété envers un tiers alors qu'il n'a pas le mandat, le syndicat des copropriétaires reste engagé envers le tiers, sauf dans le cas où en fait le tiers se doutait que le syndic n'avait pas mandat. Alors là, le syndicat des copropriétaires n'est pas engagé.
Dans ce cas-là, également, le syndic donc, a une responsabilité délictuelle et l'action en responsabilité d'un tiers contre le syndic se prescrit par 30 ans. Enfin, le syndic a également une responsabilité pénale qui peut être engagée à la suite d'actes délictueux, donc par exemple un détournement de fonds, une escroquerie, des faux en écriture, ou alors de négligences qui sont commises dans l'exercice de ses fonctions. Donc le syndic est pénalement responsable lorsque une telle faute lui est reprochée, donc c'est une faute personnelle qui lui est reprochée, et donc sa mise en cause présuppose qu'il y avait des moyens en fait de remédier à l'état incriminé, qu'il a négligé de prendre les mesures nécessaires pour remplir correctement son obligation. Toutefois, donc le syndic, si par exemple il signale à l'Assemblée générale qu'il y a un problème et que celle-ci refuse de lui accorder les crédits nécessaires pour procéder au tableau, dans ce cas-là, selon la jurisprudence, le syndic n'engage pas sa responsabilité. Ensuite, donc, le syndic est obligé également, donc, sous peine de poursuite pénale, de rechercher préalablement donc, à la réalisation de toute construction ou d'installation nouvelle toutes les autorisations administratives requises. Donc ça, c'est vraiment une obligation très importante qui reprend en fait le respect des règles administratives, des règlements administratifs et des règles de police. Donc voilà, je vais laisser la suite de la présentation à Monsieur Scholler. Peut-être juste avant de commencer, merci pour vos feedbacks dans le chat. C'est vrai qu'on a fait quelques rappels, peut-être pour certains un peu longs. C'est en tout cas important de faire des rappels juridiques qui sont très importants. Donc voilà, on vous remercie en tout cas pour vos messages. Et Eric, c'est à vous sur les autorisations d'exploitation et les obligations qui en découlent. Merci Maxime. Donc nous intervenons nous plus spécifiquement vis-à-vis d'entreprises et ce que l'on peut remarquer, c'est un petit peu la gestion quand je suis locataire et des relations que je vais avoir avec le propriétaire ou avec des sociétés de gestion, avec des problématiques assez souvent sur lesquelles on est confronté à une non-information qui, de notre point de vue et après validation avec donc le cabinet BSM, sont des documents obligatoires et en particulier donc Maître Di Stefano évoquait tout à l'heure par rapport aux ascenseurs, les registres de sécurité, les 11 visites par an et ce que l'on peut voir c'est que assez souvent ce n'est pas appliqué dans les entreprises. Donc de bien distinguer également quand je suis en copropriété, ça va être également les espaces communs qui sont là régis par rapport donc à par rapport souvent donc à un gestionnaire. S'il arrivait quelque chose par rapport à un de mes salariés, c'est ma responsabilité en tant qu'employeur de vérifier que j'ai pu obtenir que donc le procès-verbal qui a été émis par Luxcontrol, Vinsoc, Socotec a bien été donc validé. De toute façon, ce document doit être aussi envoyé à l'inspection du travail et des mines. Et par rapport à cet élément-là, ce qui est pour nous important, c'est qu'il n'y ait pas de réserve. Ça veut dire que si on pousse un petit peu cette réflexion jusqu'au bout, ça signifierait que si je n'ai pas ce document, je devrais demander à mes collaborateurs de ne pas emprunter, par exemple, l'ascenseur. Donc, voilà un petit peu tout ce type de réflexion que l'on a. Alors, également, par rapport à cette notion un peu de registre de sécurité pour syndic, on pourrait se poser la question dans le cadre de la gestion de résidence, comment informez-vous le conseil syndical des interventions effectuées sur les matériels? Alors, on peut avoir des résidences, alors là on est plus par rapport à du particulier, mais qui vont nécessiter, j'ai une résidence en tête avec 4 ascenseurs, des systèmes de réfrigération. Donc, tous ces éléments-là, on va le reprendre un petit peu plus après, puisque ça va nécessiter, bien entendu, une autorisation d'exploitation et avec un certain nombre de contraintes. Dans le cadre d'une relation de donneur d'ordre également aux sous-traitants, donc je vais confier une mission à un prestataire de service, souvent des structures importantes sur la place du Luxembourg. Quels sont les contacts que vous avez avec les travailleurs désignés et quels justificatifs leur transmettez-vous? On va prendre juste un exemple. J'ai un travail de soudage ou d'oxycoupage à effectuer. Quelle garantie vais-je prendre auprès de mon prestataire que les règles de l'art vont être respectées?
Alors, de plus en plus, dans les structures organisées, on va dire, en sécurité et santé au travail, on va mettre en place ce qu'on appelle des règles générales de sécurité, santé et environnement, et sur lequel on aura toute intervention sur chantier, en tout cas avec toute prestation, il y aura un permis de travail qui pourrait être complété également, par exemple, par un permis de feu. C'est-à-dire que je dois prendre des mesures spécifiques concernant un déclenchement d'incendie, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez, c'est tous ces éléments-là qui sont, pour l'instant, en tout cas, nous qui intervenons pour un certain nombre d'entreprises luxembourgeoises, on a quelquefois des difficultés de mise en relation également avec les syndics. Par rapport à l'autorisation d'exploitation, la plupart des résidences au Luxembourg nécessitent une autorisation d'exploitation qui vont être délivrées par le ministère du Travail ou le ministère de l'Environnement. C'est ce qu'on va voir en classe 1 ou en classe 3. Donc à chaque fois, comment ça va se passer. Par rapport à le type de classe d'une autorisation d'exploitation, va être déterminé par les éléments qui la composent. Donc, je vais avoir également l'activité. Donc, ça peut être des bureaux. Donc là, on a un point de nomenclature au niveau qu'on va reprendre par la suite. Mais également, on va déterminer l'infrastructure et le matériel. Donc, le matériel, je vais pouvoir avoir également peut-être 3 ascenseurs ou 4 ascenseurs. Donc là, on voit bien déjà, ça va commencer ce que nous, on appelle dans le jargon, ça va être le scope de l'intervention. Le premier point qui est à vérifier, pour l'avoir vécu, bâtiment de 45 000 m², 18 ascenseurs, 3 ascenseurs n'avaient pas donc d'autorisation d'exploitation. En cas d'accident, quid de la responsabilité? Voilà, ça c'est vraiment du concret. Donc, une fois cumulé, on va définir la classe finale de l'autorisation d'exploitation. Donc, on aura le plus souvent, ça va dépendre du nombre de mètres carrés par rapport à ces dispositions. Alors, on va prendre dans le cadre d'une résidence de bureau plutôt, donc on va être dans du tertiaire. Je vais être entre 1600 et 4000 m² en classe 3. Puis je basculerai en classe 1, donc les points de nomenclature sont précisés. Donc ça veut dire que la grande différence par rapport à classe 3 à classe 1, c'est l'enquête publique. Mais ce que je voudrais, à travers ces éléments-là, faire bien apparaître, c'est qu'on a une autorisation d'exploitation et de l'autre côté, tout un certain nombre de règles qu'il va falloir respecter. Et ces règles posent problème. À peu près, si on devait faire une estimation, on a à peu près 80% des règles qui sortent donc de cette autorisation d'exploitation qui ne sont pas respectées, avec des fois des choses à réviser sur 5 ans, 10 ans. Alors, je sais également qu'au niveau syndic, vous n'avez pas qu'une seule copropriété, vous avez une multitude, et donc tous ces éléments font qu'à un moment où j'en suis d'un point de vue légal, on me donne l'autorisation d'exploiter, mais néanmoins, de l'autre côté, je dois m'engager à respecter un certain nombre de normes. Si on reprend de façon un petit peu schématique, on va avoir l'autorisation d'exploitation, on aura les matériels qui sont recensés dans l'autorisation d'exploitation. Également, va figurer les prescriptions type ITM. Donc là, on est bien sur de l'exploitation. Donc, c'est entre autres des éléments qui importent vis-à-vis des syndics, qui vont déterminer les contraignants, alors des organismes de contrôle. Maître Di Stefano disait tout à l'heure par rapport à l'organisme de contrôle, et également, est-ce que c'est Coné, est-ce que c'est Otis qui intervient, et donc, est-ce qu'on a bien les 11 fois par an, donc au niveau intervention. Donc, ça veut dire que l'ensemble des matériels sont régis par des prescriptions types qui deviennent des contraignants, donc des obligations, puisqu'elles figurent dans l'autorisation d'exploitation. Ensuite, en termes d'informations qui nous semblent le plus important, c'est on a 2 types de familles. Pour les ascenseurs, si on reprend ce type-là, on va avoir les documents. Dans les documents, je vais avoir donc ma plaque de sécurité, je vais avoir mes consignes, etc. J'ai un certain nombre d'informations qui figurent dans les prescriptions types qui me sont opposables. Donc, je dois avoir ces éléments. Et normalement, ce que prévoit donc les prescriptions types, c'est qu'elles doivent être à proximité de l'ascenseur. Alors,
bien évidemment, on est dans l'ère de la digitalisation et pour l'instant, ça n'a pas encore été prononcé si tout pouvait être digitalisé. Donc, faisons les deux, digitalisons et ayons également une version papier à proximité. De l'autre côté, à côté du matériel, je vais avoir les interventions. Mes interventions, ça va commencer par exemple sur un ascenseur. S'il n'a pas été pensé au départ d'une construction, ça va relever donc d'une classe 3 et sur lequel on va avoir une obligation de faire une demande d'autorisation donc à l'inspection du travail et des mines, voire également en fonction de certains dossiers à l'environnement. Donc ça, ces éléments-là, ça va me permettre ce que nous on appelle le cycle de vie d'un matériel. Donc de mon ITM quelque part, puis après derrière, je vais avoir mes visites de contrôle annuelles, mes visites de contrôle qui vont être des fois quinquennales, décennales. Je vais avoir également dans ces prescriptions types les mentions, par exemple, en cas d'accident grave, que le matériel donc doit faire l'objet d'être complètement bloqué avant qu'un organisme, avant une réparation, et l'intervention de nouveau de l'organisme de contrôle qui va rendre le matériel apte à utilisation. Donc, vous voyez, c'est tous ces schémas-là qui nous semblent importants. Et tout ça doit être regroupé dans les notions de registre de sécurité qui doivent être conservés donc et en cas de contrôle. Là-dessus, nous, on était plus partis sur la notion donc entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on a de l'inspection du travail et des mines. Je ne parle pas, moi, de l'aspect assurantiel en cas de défaillance, parce que là, je pense également qu'il y a des responsabilités qui pourraient être tout à fait engagées. Alors, les questions un petit peu qu'on a réfléchi au niveau de notre équipe par rapport à ça, c'est j'habite dans une copropriété, je m'aperçois que le contrôle de l'ascenseur n'a pas été fait depuis 6 mois, que dois-je faire? C'est du vécu, sincèrement. Donc voilà, par exemple, ce genre de questions. Un pictogramme d'extincteur est visible dans les parties communes, mais l'extincteur se trouve derrière une porte verrouillée. Pareil, que dois-je faire? Donc, par rapport à ces éléments. En tant que locataire professionnel, quel document le propriétaire doit me transmettre? Alors, depuis donc la GDPR, on entend dire qu'un certain nombre d'informations ne peuvent pas sortir, etc. Est-ce qu'une simple attestation du propriétaire comme quoi l'organisme de contrôle, il faudrait à mon avis le citer à la date du temps, a effectué le contrôle et n'a émis aucune réserve et que quelque part c'est un engagement du propriétaire comme quoi le contrôle a bien été effectué et surtout sans réserve. Et en cas d'accident d'une société sous-traitante intervenant dans ma résidence mandatée par le syndic, qui est responsable? Là, on est sur des structures déjà quand même assez importantes. Voilà donc un petit peu tout ce nombre de questions qu'on peut se poser. Donc, il existe, de notre point de vue, également des outils qui doivent faciliter l'émission des syndics. On s'aperçoit qu'on travaille sur quelque chose qui est assez volumineux d'un point de vue document. Et également, comme je disais tout à l'heure, vous n'avez pas une seule résidence, alors que quand on est copropriétaire ou locataire, on est vraiment focalisé sur cette résidence, alors que pour certains, vous allez gérer 100, 150 bâtiments, et donc toute cette complexité que l'on a, avec, bien entendu, en fonction du matériel, on parlait également tout à l'heure, je parlais de la notion de réfrigération, on a des modifications importantes qui ont été faites en 2020, 2025, donc qui sont des échéanciers pour donc substituer certains réfrigérants. Et ça, est-ce que ce sera fait ou pas fait? Donc, on voit bien qu'il y a beaucoup également de veille réglementaire à mener. Donc, par rapport à ça, ce que, de notre point de vue, nous, on a développé, c'est qu'on a développé donc des outils qui sont collaboratifs, puisqu'on voit bien qu'en termes de sécurité et santé au travail, c'est quelque part le fait de pouvoir associer plusieurs parties prenantes qui va être intéressant, donc avec des bases qui vont permettre également de savoir quel est le matériel, comment ça se passe, quels sont également, ce que je disais tout à l'heure, les cycles de vie, quelles sont les législations qui s'appliquent, puisque un ascenseur donc, qui va être CE sera toujours les mêmes ossatures et les mêmes templates qu'on va utiliser, et à côté de pouvoir également l'associer à des applications mobiles. Donc là, on rentre véritablement dans l'ère de la digitalisation donc, des données.
Alors, avec la petite réserve, c'est que tout ce qui a été prévu au niveau des prescriptions TIC qui date déjà de quelques années, la digitalisation n'était pas prévue. Donc, qui dit digitalisation dit également la possibilité, bien évidemment, de sortir des documents de papier en cas de contrôle. Voilà un exemple également de ce qu'on pourrait tout à fait envisager, les bureaux fiches de contrôle de visite avec la vue d'ensemble, avec également un certain nombre de données, donc où à chaque fois les mêmes questionnaires vont être posés. Donc ça peut être aussi des visites syndiques qui vont être documentées. Parce que je crois que ce qui est vraiment important en termes de sécurité et santé au travail, c'est qu'on puisse pouvoir tracer l'ensemble des informations. Donc là, ça nous fait donc des preuves, à tel point, c'est que la signature actuellement, qui est une signature à la main, nous sommes en train de voir avec LuxTrust et Post pour justement sécuriser également les signatures. Donc ça veut dire en termes de responsabilité de la visite. Et surtout, ce qui va permettre, une fois une visite effectuée, de savoir si c'est conforme, pas conforme, et de tracer et donc documenter, ranger ces informations. Voilà un petit peu, nous, les informations qu'on souhaitait, en tout cas, échanger avec vous aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Je ne sais pas si vous avez des questions, on en a déjà vu quelques-unes. Est-ce que ressemer une partie du gazon défectueux doit passer par l'Assemblée générale? Je ne sais pas si vous avez un élément de réponse sur ça. C'est une question un peu technique. Bon, ça dépend un peu de l'envergure, simplement de ressemer de la gazon défectueux. Si c'est une mesure d'entretien, je pense que ça n'a pas l'envergure nécessaire pour nécessiter une autorisation de l'Assemblée copropriétaire. Par contre, ça dépend un peu de la surface et des travaux accessoires. On a vu une jurisprudence tout à l'heure qui prévoyait une décision de l'Assemblée avec des travaux d'envergure avec 900 mètres carrés, avec des bordures, avec des buissons. Mais effectivement, en général, ça ne va pas en tant que tel affecter la salubrité, sauf effectivement, bien sûr, les bordures, ça peut impacter la sécurité, par exemple, des voies de circulation, et pour les voitures et pour les piétons. Donc, s'il y a de la boue, s'il y a de l'humidité qui peut geler, ça peut devenir un risque de sécurité. Donc là, le syndic, effectivement, peut éventuellement intervenir. Mais d'une manière générale, simplement de ressemer un peu de gazon ne rentre, à mon avis, pas dans les prérogatives de l'Assemblée. On a aussi deux personnes qui vous demandent est-ce qu'on aura une copie des slides? A priori, oui. Vous recevrez ça par email dans les prochains jours. Enfin, des questions plus techniques. Dans un immeuble à exploitation mixte, donc habitation activité commerciale, une armoire électrique se trouve dans un bureau. Doit-il être compartimenté coupe-feu? Alors, je regarde qui a posé la question et je suis sûr que Stéphane est en mesure d'apporter lui-même la réponse. C'est notre partenaire incendie. Et donc, par rapport à ça, ce que je vous propose sur les questions un peu plus techniques, si vous êtes d'accord, c'est qu'on apportera des précisions par rapport à notre point de vue. Donc, parce que ça va nécessiter pour certaines, en tout cas, on n'a pas les réponses instantanées, un petit peu de réflexion par rapport à ça. Voilà. Je pense pas qu'il y ait une règle spéciale pour les armoires dans les bureaux, à part maintenant les règles générales de compartimentage au niveau des surfaces, telles qu'elles sont prévues par les différentes normes, règlements sur les bâtisses et normes ITM. C'est pas le bureau en tant que tel, c'est pas partie en armoire électrique. Est-ce que le bureau doit être compartimenté? Je ne suis pas sûr. Ça, on apportera les éléments précis par rapport à, et toujours s'appuyant sur la législation, puisque quand on intervient, alors même si on n'est pas juriste, mais ce qui nous semble toujours important, c'est de toujours s'appuyer sur, entre autres, une prescription type ITM, ou alors bien entendu, là, c'est plus du contraignant, mais une recommandation AA, puisque souvent également le bon sens, on va le retrouver également sur la section d'assurance accident. Une question, un immeuble de bureau, est-ce que les détections incendie doivent être reliées? Comment savoir si cela n'est pas spécifié dans les autorisations d'exploitation? Je ne sais pas si vous avez des éléments, ou sinon, pareil, on peut éventuellement redire... Oui, on va apporter... Je pense que ça dépend aussi de l'envergure de l'immeuble, des surfaces, parce que vous avez, à partir de certaines surfaces, vous avez effectivement l'obligation de relier les installations de porte-coupe-feu
les installations de désenfumage qui doivent être reliées à un système de détection d'incendie pour fonctionner automatiquement, justement, en cas d'incendie. Donc, je ne pense pas qu'il soit possible de donner une réponse générale à cette question, parce que ça dépend de l'envergure de l'immeuble, effectivement, des installations protection incendie qui y sont prescrites, en fait. Je pense également par rapport à ça, c'est que ce sera, comme on voyait tout à l'heure, c'est les fameux 4000 m² où on bascule sur de la classe 1, qui sont quand même un peu plus exigeants, donc il faudra reprendre à la limite. Mais je pense que l'analyse, en tout cas, de l'autorisation d'exploitation, c'est quelque chose qui est vraiment précieux parce qu'on a déjà beaucoup d'informations. Vous avez normalement un immeuble bureau, vous avez dans la pratique, vous avez effectivement une installation d'alarme où les détecteurs sont reliés, encore une fois, par exemple, parce que justement, j'ai une porte coup-feu qui doit se fermer automatiquement en cas d'alarme incendie. Il faut nécessairement que le système soit intégré, soit relié, sinon ça ne fonctionne pas. En général, c'est le genre de prescription que vous avez pour des immeubles de bureaux. Le système désenfumage aussi, il doit être, complètement. Il doit être, disons, déclenché automatiquement, donc nécessairement le système est relié. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, sinon par rapport aux questions un peu plus techniques comme dit, on va vous revenir par la suite. Sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres commentaires, on peut terminer le webinaire là-dessus et on vous remercie, vous souhaitez une belle journée. Il y a une question encore, juste pour le dire, on n'est pas entamé le sujet des fonds de travaux des copropriétaires obligatoires par la loi, il est vrai à mentionner parce que ce n'est pas une question qui est intrinsèquement liée à l'ESST. Donc, on a un peu passé en revue, disons, le cadre général des obligations, mais effectivement, on pourrait le tâchant faire un webinaire sur disons, la loi de 2017, loi de 2022 en matière donc, de gestion des copropriétés. Par contre, ce n'est pas strictement relié aux ESST, c'est pour ça qu'on l'a juste mentionné sans aller trop dans le détail. Il y avait 2-3 questions aussi dans le slide, éventuellement, si vous voulez y répondre, Maître Di Stefano, Maître Chito, je peux les remettre si vous voulez. Voilà, il est déjà 9h52, on ne va pas trop déborder non plus, éventuellement. Est-ce qu'il y en a une que vous voulez… On voit qu'il y a une certaine demande pour organiser un webinaire sur les fonds des travaux. On va le combiner aussi avec disons, loi 2017 sur les réseaux de télécommunications. Et on va préparer ça. Mais en général, aujourd'hui, ce n'était pas la thématique centrale. C'était plutôt de rappeler un peu en général, disons, les responsabilités, parce que maintenant, on parle strictement des SST, on parle de sécurité de santé dans les immeubles. D'un côté, c'est bien entendu, il y a les prescriptions techniques, notamment protection incendie, mais pas que, ce qu'on voit souvent dans la pratique, et plus souvent, à la limite que les incendies, c'est effectivement, par exemple, en hiver, question de déneigement, question de salage des surfaces de circulation, où il y a des chutes, il y a des personnes qui se cassent une jambe, qui se cassent un bras, il y a des travaux où il y a, disons, une sécurisation insuffisante du chantier, avec des trous, avec des câbles, avec, disons, des éléments qui peuvent effectivement créer un risque de chute, notamment. Et ça arrive relativement souvent, qu'il y a des procès en responsabilité vis-à-vis des entreprises, le cas échéant également vis-à-vis du syndic, par rapport à ce type d'incident. Ça, c'est assez classique. Les incendies, heureusement, ça arrive relativement, c'est relativement rare, mais encore une fois, ce n'est pas parce que c'est rare que ça n'existe pas. Et c'est justement pour ça que les prescriptions en matière de protection incendie sont particulièrement importantes, parce qu'elles sont particulièrement détaillées aussi. Effectivement, on a posé certaines questions très techniques, mais il faut voir qu'effectivement, on a dans les documents de l'ITM, dans les documents de CGDIS, il y a des documents de synthèse aussi du CGDIS, que vous trouvez sur Internet, qui vous permettent de regarder par rapport à l'immeuble spécifique quelles sont les prescriptions qui sont applicables, sachant qu'en général, vous l'avez dans vos autorisations, vous l'avez également, notamment dans votre autorisation commodo-incommodo pour les immeubles d'une certaine envergure.
façon, on apportera réponse au maximum de questions. Bon, merci beaucoup à tout le monde pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée de travail ou de loisirs pour ceux qui ne travaillent pas aujourd'hui. Et à très bientôt. Et stay safe, comme on dit. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.